Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, Flo le disait il y a quelques secondes, on l'avait jamais reçu depuis le 1er janvier 2017, en tant que candidat officiel investi par les Républicains. Vous avez deviné, il s'agit de Mansour Kamardine. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ne pas être venu plus tôt ? Eh bien parce que... On vous a pas invité, c'est ça ? On m'a pas invité. Puisque vous me donnez comme réponse celle-là. Non, c'est tout simplement, plaisanterie mise à part, c'est tout simplement parce que je n'avais pas... L'histoire de calendrier de calendrier, voilà, qui ne m'avait pas permis de venir. Mais effectivement, on ne peut pas faire campagne sans communiquer, sans avoir un contact avec la presse. Donc, voilà. Et puis, en même temps, vous savez, j'ai écouté ce matin des initiatives qui sont prises sur les problèmes d'eau. Oui. Et je me disais, au fond de moi, c'était un élu qui aurait pris cette initiative. On lui dit, vous voyez, maintenant, c'est les campagnes. Donc ils fleurissent avec des propositions, Donc nous on est toujours en difficulté quand on fait entre des propositions. Le marteau et l'enclume là. Hein. Voilà, quand on fait des propositions, c'est parce que c'est la campagne. Quand on vient pas, parce qu'il fuit les micros. Enfin c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mansour Kamardine, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez appris que vous étiez officiellement investi? Vous l'espériez, vous vous en doutiez un petit peu, mais c'est pas vous qui aviez la décision, c'était Paris, la décision finale. Quand ils ont choisi Mansour Kamardine et Elad Chakrina, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Un sentiment de satisfaction, bien évidemment. Avec toute la carrière politique que vous avez derrière, parce que vous l'avez déjà vécu, ça. C'est quoi ? C'est un goût de déjà vu ou c'est une nouvelle aventure ? Non, c'est une nouvelle aventure qui va se dessiner. Je crois que oui, il fallait loin de moi l'idée d'imaginer Mansour Kamardine candidat sans avoir été investi. Oui. La seule fois où j'ai été candidat sans l'investiture, c'était à la demande express, notamment à l'époque d'Alain Juppé. Et on était avec Ahmed Atoumani Douchina. Quand Juppé m'a demandé, tu vas y aller, on va te financer, mais on ne peut pas t'investir. Donc c'est la seule fois où je me suis présenté à une élection sans l'investiture de mon parti. Donc là, la situation se présentait. Il est bien évident que si par malheur je n'étais pas investi, eh bien, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas mérité plus que les autres, je n'ai pas démérité plus que les autres. J'ai eu, j'allais dire, la chance d'avoir été investi. Ben, c'est un bonheur. Vous savez, c'est un honneur de pouvoir être désigné pour être le porte-drapeau de son parti. Donc voilà. Le plus dur reste à faire ? Ah, certainement. Certainement. La campagne n'est même pas encore commencée. Je sais déjà les plans TSM, tout ce que Mansour qui se met en place, mais je vais espérer. TSM. Mais j'ai le bon espoir que les Mahorais ne se laisseront plus manipuler comme par le passé. N'avez-vous pas le trac après 2007 et 2012 ? Si j'avais le trac, je ne me présenterais pas à cette élection. Vous savez, quand on se présente à une élection, il faut envisager toutes les possibilités, toutes les éventualités, y compris de perdre, et surtout de pouvoir perdre. En politique, rien n'est fait d'avance et rien ne se fait définitivement. Rien n'est fait d'avance. Regardez, pendant très longtemps, jusqu'à la dernière ligne droite, Juppé était vu comme étant le candidat de la droite. Il a été battu lourdement. Manuel Valls, pendant très longtemps, il était vu comme étant le futur candidat de la gauche. Il a été battu à plate couture il y a 2 jours par Benoît Hamon. Donc on voit bien qu'en politique, rien ne se dessine d'avance. Tout est à construire, donc il faut construire cette campagne et construire cette candidature. Mansour Kamardine, beaucoup de choses concernant ces élections législatives vont se décider, beaucoup de choix vont se faire après l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut tout miser en termes de campagne sur l'élection présidentielle pour se donner un maximum de moyens pour pouvoir être élu après les présidentielles ? Je crois que chacun aura sa stratégie. En ce qui me concerne, vous savez, j'avais été pressenti pour assurer la présidence du comité de soutien de François Fillon. J'ai proposé, et ça a été adopté à l'unanimité dimanche au comité départemental des Républicains, que cette présidence échoit au président du conseil départemental,
Ibrahim Sobadine. Donc, c'est lui qui va l'assumer. Moi, ça me laisse plus de marge de pouvoir m'occuper de ma campagne. Donc, je participerai naturellement à la campagne de François Fillon, parce que je dirais clairement aux Mahorais qu'on peut très bien imaginer ne pas voter pour Mansour, mais je demande à tout le monde de voter pour François Fillon, parce que nous avons besoin d'un président qui soit mieux à même d'appréhender les enjeux de Mayotte. Aujourd'hui, parmi tous les candidats qui sont là, celui qui me paraît le mieux à même appréhender ces questions-là, c'est François Fillon. Donc, dans l'intérêt supérieur de Mayotte, je demanderai aux Mahorais, et je leur demande, de se mobiliser tous derrière François Fillon. Après les législatives, chacun fera ce qu'il voudra. On va parler de ces primaires, si vous êtes d'accord, évidemment. Bon, on va pas revenir sur les primaires de droite et du centre, avec l'épisode Juppé, la surprise Fillon. On va en reparler Fillon dans quelques instants également. Parlons, si vous êtes d'accord, des primaires de gauche, parce que ça fera partie de l'élection présidentielle, parce il est candidat, on le connaît aujourd'hui, c'est Benoît Hamon, la défaite de Manuel Valls. Comment vous l'analysez avec votre regard de politicard? Dans le bon sens du terme, j'aurais aimé retirer le mot politicard, mais puisque vous l'utilisez, je vous le laisse. Plus précisément, je pense que les socialistes sont un peu dans le rêve. Ils aiment bien qu'on leur vende du rêve. Et aujourd'hui, on voit bien pourquoi Manuel Valls a été battu, parce qu'il était confronté aux responsabilités gouvernementales, de pouvoir dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, alors que Benoît Hamon a entraîné ses électeurs dans le rêve, notamment, entre autres, mais le rêve notamment le revenu universel. Je ne souhaite pas l'élection de Benoît Hamon, mais si par malheur il était élu, il ne le fera pas. Il fera comme François Hollande. Regardez François Hollande à Mayotte. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Que le problème de rotation scolaire, c'était un scandale. Et qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait plus de rotation scolaire. Il nous avait dit sa priorité, c'est la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse mahoraise, la jeunesse de France, a le sentiment qu'il y a eu un président qui s'est occupé d'elle? Est-ce qu'aujourd'hui, les 450 écoles, les 350 écoles qui manquaient, salles de classe qui manquaient, est-ce qu'elles ont été construites? Donc François Hollande a réussi ce toupet-là de vendre du rêve. C'est exactement ce que fait Benoît Hamon. Et d'ailleurs, quand on écoute ces électeurs, ils disent « il nous a fait rêver ». C'est vrai que la politique a besoin d'un peu de rêve, mais le rêve seul ne suffit pas. Après, on déchante. Et c'est ce qui est arrivé aux électeurs de François Hollande, et c'est ce qui est arrivé à François Hollande lui-même, en faisant trop rêver les gens sur des questions qui paraissaient impossibles. Il a fini par lui-même de ne plus pouvoir se représenter. Donc je crois on a besoin de rêve, mais on a besoin aussi de concret, de réalité, de se conforter au principe de réalité. Mansour Kamardine, l'affaire Pénélope, elle fait grand bruit au niveau national, une affaire révélée par le Canard enchaîné. Tous les médias en parlent. Hier, François Fillon et son épouse ont été entendus par les enquêteurs. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous dites c'est une boule puante, ou vous dites ça fait chier, ça tombe au mauvais moment? C'est sûr que ça tombe au mauvais moment, mais c'est une boule puante aussi. J'en veux pour preuve, ces choses-là ne sont pas connues aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'illégalité. Non, mais que la question soit posée sur la place, c'est bien. Mais probablement, si François Fillon n'était pas candidat à la présidence de la République, ça ne se poserait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'allais dire, tous les députés, sur tous les bancs, le font. Même le président du Perchoir en personne, Barthelone également. Le font. Est-ce qu'on a un article du Canard enchaîné? Non. Donc, je crois que oui, ça fait partie des boules puantes, parce que François Fillon a construit, disons, son image sur l'intégrité, ainsi de suite, et on vient le chercher là-dessus en disant il a employé sa femme, alors que il a rémunéré sa femme sur les fonds publics alors qu'elle n'a jamais exercé comme collaboratrice. Qu'est-ce qui surveille les collaboratrices et les collaborateurs à l'Assemblée nationale? Personne. Moi, pour avoir été, je le dis tout de suite, je n'ai jamais, ça peut se vérifier parce que tout ce qu'on dit est vérifié, je n'ai jamais utilisé ma femme comme collaboratrice rémunérée par l'Assemblée nationale. Mais je savais
que tous les députés, sur tous les bancs, avaient employé des gens de leur famille proches, leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite, parce que ce n'est pas interdit. Non, mais on est bien d'accord. Ce qui est interdit, c'est l'emploi fictif, c'est-à-dire qu'elle est payée à rien faire. Non, mais elle est payée à rien faire. Qu'est-ce qui c'est quand vous employez votre femme? Moi, je prends un exemple. J'aime pas trop parler là aussi de moi et de ma femme, mais je prends un exemple. Moi, j'ai ma femme qui travaille à mon cabinet. Mais quand je suis débordé, que j'ai des sujets, notamment des dossiers urgents à régler pour le lendemain, elle travaille à la maison jusqu'à minuit, alors qu'elle a fini sa journée au cabinet. Et ça, personne ne le voit. Donc, si je la rémunérais des heures supplémentaires, on viendrait dire elle la rémunère parce que c'est sa femme. Non, c'est parce qu'elle fait vraiment du travail. Une fois qu'elle a fini à manger, elle se met à taper encore. Donc, on peut très bien imaginer que François Fillon je ne sais pas quelle salle de défense, moi je ne suis pas son avocat ni rien, mais que François Fillon ait bien employé sa femme à faire un certain nombre de choses. François Fillon, cela étant la justice est saisie, on verra ce que ça donne. François Fillon avait déclaré pendant sa campagne, et même il n'y a pas très longtemps encore, alors qu'il avait été investi, qu'il ne peut pas imaginer être candidat à l'élection présidentielle s'il avait été mis en examen. Ce ne serait-ce que mis en examen. On n'en est pas là. Si c'était le cas, donc il ne serait plus candidat. On imagine que c'est un homme de parole, il tiendrait sa parole. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait refaire des primaires. Et dans ce cas-là, refaire des primaires avec à nouveau Juppé, Sarkozy, etc. Est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que cette boule puante n'ait pas été envoyée par la gauche? Compliqué la question. Non, compliqué, bien évidemment. Je ne peux pas être dans les supputations. Je crois les semaines qui viennent nous diront d'où viennent cette boule puante. Pour l'instant, elle est là, il faut la traiter, et moi je vois que c'est avec beaucoup de courage que François Fillon affronte ces difficultés. Parce que surtout, elle serait posée, par exemple, pendant les primaires, ça fait un moment qu'on serait fixé. On l'envoie juste au moment où on n'a plus, si vous voulez, de plan B, parce qu'il n'y a pas de plan B. C'est François Fillon, ou alors on n'est pas... En même temps, Juppé a dit qu'il ne serait jamais un bouche-trou. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que... Le jour où on lui pose la question, ça peut changer. Bien sûr. Non mais, je pense que là aussi, Juppé a fait une déclaration qui était très claire. Il a dit, désormais, je vais m'occuper de Bordeaux. Je crois que ce jour-là, il a fermé la porte de la politique nationale. Et quand il l'aurait dit là, je pense que là aussi, il tiendra cette parole. Il faudra beaucoup plus, probablement, pour le faire revenir à cette décision. Encore une question sur la politique. Vous avez connu ce mandat de député par le passé, il y a déjà quelques années, avec tout le respect que je vous dois. Oui, je suis plus vieux que vous. C'est vrai, mais ça se voit. Non, je plaisante. Non, bien sûr. Je plaisante. Ça se voit, oui. Est-ce que la politique aujourd'hui, au niveau des députés et ces campagnes-là qui démarrent, est-ce qu'elles ont changé par rapport à l'époque? Ah, certainement. Qu'est-ce qui a changé? Certainement. C'est plus dur? C'est plus dur, c'est plus complexe. Dans le rapport avec l'électeur, les relations sont plus les mêmes. Il faut redéfinir d'autres relations avec l'électeur. On a une jeunesse avec les réseaux sociaux, avec tout ça, qui a changé complètement la donne. À l'époque, il fallait faire des meetings et autres. Ça suffisait largement. Avant moi, notamment le MPM, il faisait un seul grand meeting, désignait ses candidats et puis c'était bon. Puis ensuite, nous on est venus, on les a contraints à faire campagne dans tous les villages, ainsi de suite. Et maintenant, il faut redéfinir d'autres moyens de communication. Samuel Bocher, le rédacteur en chef, une question à vous poser, Mansour Kamardine. Oui, c'est très intéressant. Cette évolution des campagnes. Allez-vous justement créer une page Facebook dédiée à votre campagne, où vous allez utiliser la plateforme des Républicains? Est-ce que vous allez être plus impliqué sur les réseaux sociaux, tout simplement? Parce qu'on vous voit rarement sur Facebook, les réseaux sociaux. Oui, mais je suis quand même sur Facebook et j'ai au moins autant d'amis que vous. Vraiment plus même. Mais je ne participe pas forcément. Oui, mais je ne participe. Mais justement, mais je ne participe pas forcément au débat polémique qu'il y a quand ces polémiques-là n'intéressent pas forcément Mayotte. J'ai lu par exemple récemment un grand animateur sur la page Facebook d'un grand animateur de Kwezi qui dénonçait les candidats soutenus par
les gens de l'entre-soi et les amis, comment on appelle, je ne sais plus comment ils les appellent, en me mettant dans sa liste. Je n'ai pas répondu parce que j'estimais que c'est mesquin, même si je peux estimer qu'il y a là manifestement des éléments de diffamation. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Ah, mais voilà. C'est pas un animateur de Kwesi. Vous m'avez fait peur. J'ai dit, qui c'est l'animateur de Kwesi? D'accord. Et donc, je me suis dit, je réponds pas, je vais en diffamation ou pas. Et puis, je me suis dit, non, c'est pas la peine. Voilà. Je dis simplement, solennellement, devant les Mahorais, je ne fais partie d'aucun réseau, quel qu'il soit. Voilà, je suis un garçon libre. Et je finance mes campagnes par des prêts que je fais souvent à la banque, c'est vérifiable. Mansour Kamardine, il nous reste même pas une minute. Je ne peux pas empêcher de vous poser cette question. Vous êtes également l'avocat de Balou. Alors ça n'a rien à voir avec la politique, je vous l'accorde. Mais l'actualité, elle est là. Zafdar Balou qui annonce un probable dépôt de bilan dès le 1er février, c'est-à-dire demain. Vous êtes son avocat. Est-ce que selon vous, c'est un coup de bluff? Je ne crois pas. Je suis son avocat, mais pas sur cet aspect-là. Je crois que M. Balou, sans trahir le secret professionnel, après vous avoir dit ma réprobation de mélanger la politique et la profession. Mais je ne pense pas que ce soit du bluff. Parce que sans trahir, puisque le document est également public, j'ai vu un écrit des commissaires aux comptes de Balou qui disent que la situation est particulièrement délicate, pour ne pas dire difficile. Le taux, la masse salariale représente à peu près 35% et qu'elle pourrait aller jusqu'à 40% et que ce sont des seuils critiques qui ne permettent plus la survie de la société. J'ai lu ce que dit M. Balou ce matin. C'est assez inquiétant pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, comme il le dit lui-même, c'est une vieille société de la place qui accompagnait le développement, qui est une société mahoraise qui accompagnait le développement. Deuxièmement, un plan de redressement. Il n'y a pas de plan de redressement sans plan social. Plan social veut dire suppression éventuellement d'un certain nombre d'activités, de magasins, qui entraînent derrière des suppressions d'emplois. Donc, pour connaître un peu le dossier au plan social, je dirais, il faut que les uns et les autres retrouvent le chemin de la cohérence et de la responsabilité. Sinon, effectivement, les dégâts peuvent être, les dégâts, y compris collatéraux, peuvent être énormes. Vous savez, la France syndicale de Krasuki n'est plus la même avec la France syndicale d'aujourd'hui. Du temps de Krasuki, on pouvait imaginer qu'il y ait une opposition entre le salarié et l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, de droite comme de gauche, qu'il ne peut y avoir d'entreprise sans salarié, il ne peut y avoir de salariés sans entreprise. Donc je crois que la sagesse commande que très rapidement, les uns et les autres se retrouvent pour trouver le chemin de la reprise du travail. Sam, il va falloir battre tous les records. Une question très très vite. Vous êtes un sudiste, vous subissez les tours d'eau. Que pensez-vous du silence assourdissant de nos parlementaires aujourd'hui sur le sujet ? Là, vous me posez une colle. Je crois que la question qui se pose, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes dans cette situation, je ne suis pas sûr de manière très responsable que, comment dirais-je, j'aurais été moi-même parlementaire, je ne sais pas si j'aurais été à même d'apporter des réponses. Donc je ne veux pas, pour le plaisir de critiquer. La situation, il faut se poser la question. La question, c'est que nous sommes en retard d'investissement parce que nous avons des difficultés, car par exemple la construction de la troisième retenue collinaire remonte encore du temps de Bamana, c'est-à-dire en 2004. Et 15 ans plus tard, elle n'est pas construite. Pourquoi elle n'est pas construite? Pour un tas de raisons, on n'aura pas le temps de le développer. Donc il faut que très rapidement, effectivement, nous arrivions à construire cette retenue collinaire. Et puis, deuxième chose, on ne peut pas imaginer qu'on continue Mayotte comme ça, avec des coupures 2 jours sur 3, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait une mobilisation qui se fasse. Et là, effectivement, nos communes ont raison de hausser le ton et de demander notamment à l'État
de nous accompagner, éventuellement pour déposer des citernes. Il faut qu'il y ait qu'on déroge à toutes les règles et qu'on se construise rapidement, parce que là, cette année, on va dire que c'est trop tard, on va franchir. Mais la difficulté, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y aura suffisamment de pluie pour pouvoir franchir l'année 2017. Donc, les difficultés sont devant. Donc, il faut qu'on anticipe pour régler le problème. 2017, on dit c'est fini, mais probablement 2018 et autres. Donc, très rapidement, la construction de la retenue, envisager d'autres. Donc, il faut vraiment qu'on infléchisse, qu'on réoriente les politiques et qu'on crée des priorités sur ce terrain-là. Je suis volontaire pour être directeur de campagne de Mansour Kamardine. Un message signé Ismaël Kordji. Vous avez déjà un candidat. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Mansour Kamardine d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.